Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, les innovations du smartphone sont celles de l'État, le contresens regrettable de Thomas Porcher sur l'innovation. Dans une vidéo récente, l'économiste LFI Thomas Porcher déclarait que les entrepreneurs n'inventent rien, prétendant qu'Internet et la téléphonie mobile avaient été inventés par l'État. C'est une affirmation fréquente qui traduit une profonde méconnaissance de l'innovation et de son histoire. C'est l'État qui a inventé Internet, pas les entrepreneurs, n'est pas une affirmation nouvelle. C'est le message clé de l'économiste Mariana Mazzucato. Il est à la fois vrai et faux, mais surtout faux. Il est vrai au sens que les premiers concepts d'Internet ont été créés à l'initiative du ministère de la Défense américain dans les années 50, via son agence de recherche DARPA. Il s'agit de créer un réseau non déterministe, c'est-à-dire qui puisse continuer à transmettre des données, même lorsqu'un de ses nœuds est détruit. De façon intéressante, ce travail associe des laboratoires de recherche publics, mais aussi, dès le début, des entreprises privées. Ce sont notamment ces dernières qui conçoivent les premiers routeurs, pièces centrales du dispositif. L'État ne fait pas, il finance à partir d'une demande exprimée. Seulement voilà, un beau réseau est créé, mais la DARPA ne sait pas quoi en faire. En 1983, après 20 ans de travaux sans véritable débouché, elle en transfère l'essentiel au monde civil, qui ne sait pas lui non plus quoi en faire. En 1990, le réseau subit une dernière évolution et devient Internet. Libre de contraintes, il est alors pris en main par des entrepreneurs qui poursuivront son développement technique et en feront ce qu'il est aujourd'hui. En résumé, premièrement, l'État n'a pas inventé Internet, il a suscité l'invention de sa première mouture. Deuxièmement, il l'a fait avec des acteurs publics mais aussi privés. Troisièmement, il n'en a rien fait de concret pendant les 30 ans qui ont suivi. Et quatrièmement, ce n'est que lorsque des entrepreneurs s'en sont emparés qu'il est devenu quelque chose d'utile pour tous. Sans ces entrepreneurs, il serait sans doute resté un outil de communication limité pour les universitaires. En substance, 99% de la valeur créée, qu'elle soit financière et d'usage, l'a été par des acteurs privés, même si le rôle initial de l'État est bien sûr avéré. Il en va de même pour la téléphonie mobile, dans l'émergence de laquelle le rôle de l'État est encore plus limité. Contrairement à ce qu'affirme Thomas Porcher, personne ne prétend que Steve Jobs a inventé le téléphone mobile. Et pour cause, ce dernier ne date pas de l'iPhone qui a été lancé en 2007, mais du début des années 80. À l'époque, il n'y avait ni Internet, ni le GPS, ni les écrans tactiles sur les téléphones, technologie soi-disant étatique auquel le téléphone devrait tout. Les pionniers du secteur à l'époque sont tous privés, même si aux États-Unis le processus est supervisé par la FTC, qui impose sa régulation étatique et attribue les fréquences. Côté téléphone, il y a surtout Motorola, une entreprise privée, en Europe ce sont Nokia et Ericsson, également deux entreprises privées. Le réseau, lui, est financé entièrement par des fonds privés, notamment le capital risque, des groupes d'investisseurs privés via des nouveaux outils financiers comme les junk bonds et les mises en bourse pour lever des fonds. Sans entrepreneurs, la téléphonie mobile que nous connaissons n'existerait sans doute pas. Alors l'exemple du téléphone mobile qui, je cite, doit tout à l'État est particulièrement mal choisi. L'action entrepreneuriale va en fait bien au-delà de transformer des inventions techniques en quelque chose d'utile. Le smartphone de 2025 n'a plus rien à voir avec le téléphone des années 80, lourd, analogique, d'une qualité médiocre et se limitant à l'émission et à la réception d'appels. Entre les deux, des centaines de milliards de dollars d'investissement et le travail de centaines de milliers d'ingénieurs durant 40 ans, le tout par des entreprises privées. Mais ce travail des entrepreneurs ne s'arrête pas là. Ils permettent aussi de rendre l'innovation accessible au plus grand nombre. Ce point essentiel a été souligné par l'économiste Joseph Schumpeter dans son ouvrage « Capitalisme, socialisme et démocratie » paru en 1942. Schumpeter expliquait en effet que l'innovation n'est pas caractéristique exclusive du système capitaliste.
d'autres civilisations ou systèmes politiques ont été parfois très innovants dans certains domaines. Pensez par exemple à la technologie spatiale dans l'ex-URSS ou à la construction, le béton par exemple, dans la Rome antique. La véritable caractéristique du système capitaliste est sa capacité inhérente à démocratiser l'innovation, c'est-à-dire à la rendre disponible au plus grand nombre. Schumpeter résume ainsi l'argument, je cite, « Le moteur capitaliste est d'abord et avant tout un moteur de production de masse, ce qui signifie inévitablement aussi production pour les masses. C'est le tissu bon marché, le tissu de coton et de rayon pas cher, les bottes, les automobiles et ainsi de suite, qui sont les réalisations typiques de la production capitaliste, et non pas en règle générale une amélioration qui signifierait beaucoup pour l'homme riche. La reine Élisabeth possédait des bas en soie. La réalisation capitaliste ne consiste pas en général à fournir plus de bas de soie pour les reines, mais à mettre ceux-ci à la portée des ouvrières, en contrepartie d'une diminution constante des quantités d'efforts. » Fin de citation. C'est ainsi que nous pouvons disposer d'un téléphone mobile incroyablement sophistiqué pour 500 € et non pas pour 50 000 €. De façon générale, l'État n'a joué qu'un rôle mineur dans les innovations ayant donné naissance aux 2 premières révolutions industrielles. Celles-ci sont principalement nées de l'action d'entrepreneurs comme James Watt par exemple. Cela ne signifie pas qu'il n'ait pas de rôle à jouer aujourd'hui dans l'innovation, en finançant par exemple la recherche fondamentale. Mais la leçon de l'histoire est qu'il est mauvais pour transformer celle-ci en produits et services concrets, alors que les entrepreneurs font cela excellemment. En fin de compte, opposer public et privé dans le développement de l'innovation dans une société est regrettable. Chacun a un rôle à jouer pour créer un système vertueux. Au lieu de vilipender les entrepreneurs en prétendant contre toute évidence qu'ils n'inventent rien, il faut au contraire les célébrer et leur faciliter la tâche. À l'heure où le retard de notre pays en matière d'innovation se fait chaque jour plus criant, le débat public à ce sujet, comme sur tant d'autres, mérite un peu de nuance, de respect de la réalité et de pragmatisme. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!